16h45, LCI, bienvenue à toutes et tous dans votre grand dossier consacré à cette brusque montée de température au Moyen-Orient entre les États-Unis et l'Iran. L'heure est à l'escalade. Durant tout le week-end, l'armée américaine et les gardiens de la révolution se sont affrontés par bombardements, missiles et drones interposés autour de ce fameux détroit d'Ormuz. Les Américains visent des pas de tirs iraniens et frappent fort, très fort. Les Iraniens répliquent en direction des bases américaines dans la région et jusqu'en Jordanie. L'enjeu, c'est la liberté de navigation dans les eaux du Golfe. Il y a visiblement de graves divergences de fond entre les deux parties. Les affirmations sont contradictoires. Les Iraniens nous disent qu'Ormuz est fermé, qu'il sera payant d'y circuler. Les Américains nous disent qu'il est ouvert. Alors qui aura le dernier mot ? Eh bien, c'est notre question, la grande question de ce grand dossier. Escalade en Iran, jusqu'où Trump peut-il aller ? Visiblement, jusque-là, oui. Ce que personne ne sait, c'est que nous avions un accord. C'était acté. Et puis ils l'ont rompu. Ils le rompent toujours. Nous avons eu 10 accords avec ces personnes. Et donc nous allons juste les frapper très fort. Et nous allons garder le détroit et nous allons probablement le gérer. Nous deviendrons les gardiens du détroit. Peut-être qu'on nous appellera les anges gardiens du détroit. Et on devrait nous rembourser pour ça. Lorsque nous ferons cela, nous devons être remboursés parce que les autres nations sont très riches. Elles sont de notre côté. Et on ne peut pas s'attendre à ce que nous fassions cela gratuitement, contrairement à ce que nous faisions pendant de nombreuses années. Vous savez, nous avons gardé le détroit pendant 50 ans et nous n'avons jamais été payés pour ça. Voilà, le président des États-Unis qui va tout droit, si je puis dire, dans son style. Donald Trump. Nous sommes avec Claire Convier pour ce grand dossier, journaliste international du service qui porte ce nom-là, le service international de LCI. Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Vous connaissez bien ce grand dossier. Vous le connaissez aussi, ce grand dossier, un peu comme le fond de votre poche. Michel Goya, colonel, consultant militaire LCI. On vient d'entendre d'un mot le président Trump qui lui dit nous sommes les gardiens du détroit d'Ormuz et en plus on va gagner de l'argent en faisant payer les navires qui y circulent. En quelques mots, on en est où là ? Non, il y a un petit côté quand même un peu surréaliste quand même dans toute cette affaire. On a l'impression que Donald Trump reproche aux Iraniens de gagner de l'argent en fait, alors que lui aimerait bien être à leur place en réalité et gagner à leur place. Donc il y a une sorte de combat de mafieux pour s'emparer d'un marché. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Donald Trump a probablement pas mesuré combien les Iraniens étaient attachés, effectivement, au contrôle du détroit d'Ormuz. C'est une forme d'annexion, ce contrôle. C'est comme Saddam Hussein annexant le Koweït en 1990. Donc, ils ont décidé d'annexer cette zone, d'en tirer le maximum de profit, et visiblement, ils y tiennent. Et s'appuie là-dessus sur l'article 4 du protocole d'accord avec les Américains, disant la liberté de navigation est garantie par l'Iran. Donc il interprète en disant écoutez, c'est nous qui régissons la navigation dans ce détroit comme nous l'entendons. Les Américains disent attendez, c'était pas forcément l'esprit du mémorandum. Et là-dessus, évidemment, il y a contradiction et affrontement. Mais avec des Iraniens qui visiblement n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire, quoi. Et ils résistent pour l'instant. Et ok, très bien, on va nous frapper, ça on le sait. Maintenant, ça peut durer très longtemps comme ça, mais on ne lâchera pas l'affaire. Lundi 13 juillet, on était resté, en tout cas la plupart de nos téléspectatrices et téléspectateurs, sur l'idée d'un mémorandum, un protocole d'accord, Guillaume Roquette, entre l'Iran et les États-Unis. Très honnêtement, vous l'aviez vu venir, cette brusque montée de tension ? Non, parce que là, ça commence à prendre vraiment une ampleur toute particulière. D'abord à cause de l'ampleur des frappes américaines, aussi à cause de l'ampleur, y compris géographique, de la riposte iranienne, puisque les Iraniens ripostent en tirant sur les Émirats Arabes Unis, sur le Qatar, sur le Koweït, sur le Bahreïn, même sur Oman, qui pourtant est un pays théoriquement qui fait partie des gens qui essaient de mettre un peu d'huile dans les rouages de cet accord. Donc non, dès lors que les Iraniens ne veulent pas céder la maîtrise du détroit, comme vient d'expliquer le colonel Goya, il y a un blocage, et ce blocage, il entraîne une spirale militaire, une inflation dans la riposte, qui est assez impressionnante, parce que on est à la limite des coups de canif dans le cessez-le-feu. Là, on se rapproche, on va dire, d'un redémarrage de la guerre, avec 140, 150 frappes au cours des derniers jours. On change d'échelle.
Ben justement, on va en parler avec Sylvie Hamilton qui nous a rejoint. Vous lui tendez la perche, si je puis dire, Guillaume. Sylvia, les faits, de quoi parle-t-on ? Parce que, est-ce qu'on a raison ou pas de s'inquiéter de cette brusque remontée en tension ? Le président Trump s'exprime et se réexprime et il parle de frappes massives. Où on en est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a été visé ? Oui, des dizaines de frappes, Guillaume, des frappes d'une ampleur sans précédent depuis le 8 avril, c'est-à-dire le cessez-le-feu entre les deux pays et qui s'ajoute aux dernières attaques du week-end. C'est la troisième en 24 heures, selon le CENTCOM qui a communiqué sur les réseaux sociaux. Les forces américaines ont visé des systèmes de défense aérienne, des radars côtiers, des capacités de missiles et de drones, ainsi que des petites embarcations, celles qui servent à harceler les navires dans le détroit d'Ormuz. Objectif des États-Unis, protéger les navires commerciaux dans le détroit. Pour la première fois ce week-end, les Américains ont utilisé des drones marins d'attaque à sens unique. Selon des médias d'État iraniens, de vastes zones de l'ouest et du sud de l'Iran ont été visées. On va les voir sur cette carte, notamment l'île de Kejm ou encore Bandar Abbas sur le détroit d'Ormuz, mais aussi la province là-bas du Khouzistan. C'est une province de production pétrolifère à la frontière avec l'Irak. 2 personnes ont été tuées et 3 blessées dans cette région selon des agences iraniennes. Les États-Unis pointent du doigt l'Iran pour avoir touché notamment le GFS Galaxy ce week-end. Il s'agit d'un porte-conteneur battant pavillon chypriote. 23 membres d'équipage ont été secourus. Il y a aussi un disparu. D'autres navires ont également été pris pour cible. Un navire qui n'aurait pas emprunté le couloir de navigation iranien. Le voici, le long de ses côtes, un itinéraire que l'Iran veut mettre en place pour contrôler le passage dans le détroit d'Ormuz et instaurer ces fameux frais de service. Frappe massive de la part de l'armée américaine. On imagine que l'Iran a également riposté. Oui, les gardiens de la révolution ont visé les bases utilisées par l'armée américaine dans le Golfe, en Jordanie et au Koweït, mais aussi effectivement à Bahreïn et Oman, selon un communiqué des gardiens, ce qui est effectivement un peu plus rare. Ils affirment avoir ciblé des installations et des infrastructures de l'armée américaine à Bahreïn. La marine des gardiens aurait également ciblé, détruit des radars, dont un de détection de navires à Oman. Ce sont les Iraniens qui le disent, des Iraniens qui diffusent des images de propagande. On va le voir avec ces missiles qui sont en place et qui démarrent avec ce message « Game over USA ». On va les voir dans un petit instant. 4 missiles ont été interceptés par la Jordanie. Aucun blessé, aucun dégât à déplorer selon les autorités. Le Koweït a annoncé de son côté combattre des cibles aériennes hostiles. 3 centres frontaliers terrestres ont été visés, ainsi qu'une plateforme de forage en mer. Merci à vous, Sylvia Hamilton, pour ces éléments d'information, de précision, ces faits qui nous renseignent. On va aller voir Pierre-Olivier Dantan qui nous attend à Doha, au Qatar. Mais d'un mot simplement, Claire, c'était prévisible cette brusque reprise des hostilités, et à ce niveau-là, entre Iraniens et Américains ? Mais d'un côté comme de l'autre, la porte reste ouverte aux négociations. Les Iraniens l'ont dit, il y a possiblement une poursuite des consultations avec les négociateurs. De la même façon pour Donald Trump, on voit effectivement que chacun campe sur ses positions, qu'on voit une escalade, une montée en tension des frappes. Guillaume Roquette en parlait sur tous ces pays du Golfe qui sont du coup touchés. Il y a aussi le Yémen, aéroport de Sanaa qui a été ciblé par le Yémen justement, puisque Sanaa est tenu par les Houthis. Donc on voit que ça se régionalise ce conflit et on a du mal à voir où ça pourrait se terminer. Il y a le conseiller militaire du guide suprême pour montrer vraiment la détermination. Il a qualifié le détroit de plus important que des dizaines de bombes atomiques. Pour eux finalement en fait ce détroit d'Ormuz il est plus important que leur arme nucléaire. Oui, Claire Cambier, vous le disiez et en un mot pour le synthétiser, il y a la carte et le territoire. Et effectivement, tout ça prend une ampleur assez exceptionnelle dans ce moment, cette brusque montée de tension. Je propose tout de suite qu'on prenne la direction de Doha, justement, au Qatar, où nous attend Olivier Dantan. Il est accompagné d'Olivier Martin. Vous êtes depuis plusieurs jours dans la région, Pierre-Olivier Dantan. Là, depuis là où vous êtes concrètement, vous assistez à une reprise des hostilités avec force bruit et force détonation et puis force image. Il y a des explosions.
effectivement, on assiste à une riposte particulièrement importante, beaucoup plus importante que celle qu'on a pu observer ces dernières semaines. Ce qui est intéressant, c'est que ces dernières semaines, en réalité, quand les États-Unis frappaient l'Iran et que l'Iran ripostait sur les pays du Golfe, il y avait deux pays en particulier dans le Golfe qui étaient beaucoup visés ces dernières semaines, c'était Bahreïn et Koweït. On a vu un changement de stratégie clair hier, depuis 24 heures, un changement de stratégie clair de l'Iran. Cette fois-ci, des pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis, Oman sont aussi visés. Le Qatar, alors que le Qatar est un pays particulièrement médiateur dans cette guerre. Le Qatar a envoyé des délégations en Iran pour aller négocier pour des pourparlers, a reçu aussi des délégations iraniennes ici à Doha, et ça ne s'arrête pas, et forcément ça inquiète ces pays du Golfe. Encore ce matin, il y avait au moins 3 sirènes d'alerte à Bahreïn, il y a eu des attaques sur des bases américaines au Koweït, également à Oman. La situation est particulièrement tendue pour ces monarchies du Golfe qui subissent cette guerre et qui n'ont surtout jamais voulu de cette guerre. Et d'ailleurs, l'Iran a encore menacé tout à l'heure, je cite, toute coopération des pays de la région avec les États-Unis constituerait un acte de guerre. Voilà, la menace est brandie par Téhéran. Ces pays du Golfe, ils ne savent pas quand la situation va s'arranger, surtout que ça dépend surtout de la gestion du détroit d'Ormuz, avec les Iraniens qui disent que ce détroit d'Ormuz, il reste fermé, qu'il est sous leur contrôle, alors que, au contraire, Donald Trump a expliqué il y a quelques minutes sur son réseau social que non seulement le détroit d'Ormuz était ouvert, mais surtout qu'il rétablissait le blocus des ports iraniens. Pierre-Olivier Danton, direct de Doha au Qatar avec Olivier Martin. On va le découvrir, ce post sur Truth Social, qui est le réseau social de Donald Trump, parce que c'est ça qui quand même nous invite à nous pencher encore une fois de plus sur cette question du détroit d'Ormuz, c'est que les plus gros acteurs interviennent en frappant très fort. L'armée américaine l'a démontré, les Iraniens répliquent. Et puis voilà, Donald Trump, le revoilà, il donne des interviews à Fox and Friends, et puis il a posté ça là sur son réseau social. J'aimerais qu'on découvre ensemble ce qu'il nous a dit pour qu'on puisse en parler par le menu, mais il nous dit qu'en plus de contrôler, d'être les gardiens du détroit d'Ormuz, les Américains vont dorénavant, un peu comme les Iraniens le prétendent, faire payer la circulation de navires marchands. On verra un peu plus tard ce trou social, mais avant de réinstaurer le blocus. Oui, mais on en parlera justement parce que Pierre-Olivier Danton nous attend, mais je voudrais qu'on y aille par étapes d'abord, et avec cette question qui est extrêmement simple, Michel Goya, est-ce que l'escalade est partie pour durer quand ça prend ces proportions-là? Peut-être, ou peut-être que ça va s'arrêter, puis qu'on va repartir sur une nouvelle séquence à partir du moment où les Iraniens tireront à nouveau sur un navire. Pour l'instant, on doit être du côté américain à 50, 100 frappes chaque jour, en comptant les objectifs qui sont quand même parfois assez réduits, comme les petites vedettes de navigation iranienne. Au mois de mars, au moment du conflit, c'était 400 frappes par jour. Ouais. D'accord, donc on est encore très en dessous du seuil de la guerre ouverte, on va le dire comme ça. Sachant que ces 400 frappes, il y avait aussi 300 frappes israéliennes chaque jour. Donc on était à 700 frappes chaque jour. Là, on est à peu près 10 fois moins. Mais c'est quand même commence à être de grande intensité. Parce que les Américains sont aussi un peu bloqués dans cette affaire. Ils ne savent pas comment imposer en réalité leur volonté. Ils n'ont pas beaucoup de cartes en leur main. Donc parmi les cartes, il y a le blocus. On se demande d'ailleurs pourquoi il n'a pas été rétabli plus tôt. Mais le blocus américain des ports iraniens, qui est remis en place. Et puis ensuite, il y a des frappes aériennes. Puis on en reparlera peut-être des assauts possibles prises au point. Mais voilà, on augmente. On est au Vietnam, c'était l'opération Rolling Thunder. On augmente les doses de frappe sur le Nord-Vietnam. On frappe, on envoie des bombardements réguliers et on augmente les doses au fur et à mesure jusqu'à ce que le Nord-Vietnam craque, jusqu'à ce qu'Hanoï craque. Hanoï n'a jamais craqué. Parce que si effectivement on est face si un adversaire décide de ne pas craquer, les Iraniens peuvent dire, écoutez, on a subi 28 000 frappes durant le mois de mars. 28 000 frappes. La guerre du Vietnam, elle n'a pas duré 3 mois. Oui, ça a duré quand même un certain nombre d'années. Mais là, les Iraniens, ils ont 28 000 frappes en un mois. Oui. Ça veut dire, écoutez, vous pouvez y aller. C'est vos 50 frappes là sur le long de la côte. On peut tenir des mois et des mois comme ça. Et alors justement, je vous ai coupé un petit peu clair, mais parce qu'effectivement, vous le voyez, et nos téléspectateurs aussi le découvrent sur notre écran. Trump, citation, nous réinstaurons le blocus sur l'Iran. Ça, c'est le fait majeur de cette escalade.
Oui, on revient vraiment à une situation d'avant le mémorandum, d'avant il y a maintenant quasiment un mois, et donc on voit que cet accord ne tient pas vraiment aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre. Chacun reste sur ses positions et retourne finalement à la situation d'avant cet accord. Restauration du blocus, ça veut dire que les Iraniens, les navires iraniens ne peuvent plus sortir du détroit d'Ormuz. Alors il y avait déjà eu, il y a quelques jours, la fin également de la levée des sanctions sur les exportations. Les Iraniens avaient obtenu de pouvoir vendre leur pétrole. Ils n'étaient plus sous sanctions américaines. Voilà, on voit que c'est un pas supplémentaire réalisé par Trump. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que pour Donald Trump, pas question de faire sortir les navires iraniens. Et pour les autres, il est question d'imposer une taxe de 20% sur le montant de la marchandise. Donc c'est une somme qui est assez conséquente. Je regardais par exemple les très gros pétroliers, ils ont 2 millions de barils. Oui. Donc, vous voyez, on parlait des 2 millions de dollars qu'imposaient les Iraniens. Tout le monde trouvait ça inadmissible. On est quand même très en deçà de 20% de la valeur marchande. Donc, c'est assez conséquent ce que... Non, mais il y a en effet cette logique transactionnelle qui est proprement stupéfiante. C'est-à-dire qu'en plus des frappes, Donald Trump remet une pièce, si je puis dire, dans cette machine transactionnelle. Nous aussi, on prendra notre dîme, comme si ça allait, je dirais, impressionner les Iraniens. Effectivement, il a un peu sorti ça de son chapeau. Je pense qu'il le fait pour essayer de rassurer l'économie mondiale. En prenant le risque de rebloquer le détroit d'Ormuz, Donald Trump va assez logiquement entraîner une nouvelle inflation des prix du pétrole, parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Je vous rappelle que c'est ce qu'il avait fait déjà avant l'accord du 17 juin. D'ailleurs, on le voit très bien. Le baril de pétrole était à 75 € la semaine dernière, il est à 79 € là. J'ai regardé avant l'émission. Donc les marchés commencent à avoir peur. Et donc Trump dit oui, mais ne vous inquiétez pas, j'ai un plan B. Bien sûr, je bloque le détroit d'Ormuz, mais après, j'en assurerai la gestion. Et effectivement, dans des conditions qui sont économiquement folles, parce que à 2 millions de barils par supertanker, à 100 €, ça fait 200 millions. Et donc 20% de 200 millions, ça fait 10 fois plus que ce que les Iraniens voulaient faire. Enfin, c'est en termes de péage. Donc ça déséquilibrerait complètement l'économie pétrolière mondiale. Tout ça, à mon avis, est un peu précipité. C'est pour ça que je pense que c'est d'abord une opération de communication. Trump dit ne vous inquiétez pas, j'ai un plan B. C'est une fois que j'aurai terminé mon blocus, je pourrai assurer et sécuriser la gestion du détroit, sans doute dans son esprit avec Oman, puisque c'était on l'avait vu tout à l'heure sur la carte de Sylvia Hamilton, quand les Iraniens ont frappé ce porte-conteneur chypriote, c'est ça ? Oui. C'est parce que ils passaient pas par la route iranienne, et donc on imagine les Américains tenter de sécuriser cette route omanaise, donc au sud du détroit. Ce qui est intéressant aussi, c'est... Oui, pardonnez-moi Claire, rapidement, parce que je voulais aller voir Pierre-Olivier Dantan. De voir que l'Iran frappe justement Oman et le Qatar, parce qu'il y a eu des négociations samedi pour libérer ce détroit, et que Oman et le Qatar, eux, sont d'accord pour avoir conservé cette voie au sud, essayer de sécuriser une zone sans frais. Non, mais c'est effectivement très intéressant ce que vous soulevez. Il y a une logique escalator qui est complètement assumée par l'Iran, et de là où vous êtes, puisqu'on parle de ce blocus qui est réinstauré, nous dit Donald Trump, le président américain, Pierre-Olivier Dantan à Doha. Est-ce que vous constatez très clairement, puisque vous êtes sur un front de mer, sur ces eaux du Golfe Persique, en face de vous il y a l'Iran, pas derrière, mais pas très loin, est-ce que vous constatez que ce blocus entre en action ? Pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une rumeur qui circulait déjà depuis plusieurs jours, notamment des sources au sein des renseignements israéliens qui affirmaient que Donald Trump n'était pas prêt à un retour à une guerre à grande échelle, mais en revanche, il était disposé à un retour du blocus naval. Et bien cette fois-ci, vous en parliez à l'instant, c'est officiel. Ça a été annoncé par Donald Trump lui-même sur son réseau social Truth Social. Le blocus des ports iraniens est désormais rétabli. Donald Trump explique qu'il bloquera tout trafic maritime entrant et sortant des ports iraniens. Je le cite, les États-Unis seront désormais connus sous le nom des gardiens du détroit d'Ormuz. Et en plus du rétablissement de ce blocus, Donald Trump explique que la sécurisation du détroit, elle a un coût. C'est pourquoi chaque navire devra s'acquitter d'une taxe de 20% de
la valeur de sa cargaison. Rappelez-vous, ce blocus, il avait été levé quelques heures après la signature du protocole d'accord le 17 juin dernier. Il avait été mis en place pendant plusieurs semaines. Et ce qui est intéressant, c'est de se questionner sur son efficacité. Justement, Mohammad Khalibaf, chef de la négociation iranienne, il y a quelques jours, avait un petit peu avoué à demi-mot les conséquences sur l'économie iranienne en expliquant que lorsque ce blocus était mis en place, eh bien, il était très difficile pour l'Iran d'exporter la moindre goutte de pétrole. Et dès que ce blocus avait été levé, quelques jours après la signature du protocole d'accord, eh bien, l'Iran était parvenu à exporter des millions de barils de pétrole. Donc on voit bien l'objectif derrière ce rétablissement du blocus, c'est venir étouffer l'économie iranienne, étouffer les exportations iraniennes. Olivier Martin et Pierre-Olivier Dantan à Doha au Qatar, merci pour ces éclairages. Colonel Gola, je me tourne vers vous. Il a raison, en réalité. Il y a quelque chose de l'ordre de l'existentiel, si je puis dire, d'un point de vue économique pour l'Iran, parce qu'effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, beaucoup de militaires, de colonels, de généraux sont interrogés sur l'effet tactique de ces bombardements qui n'ont mené à pas grand-chose finalement, mais beaucoup ont souligné à quel point ce blocus instauré par les Américains avait produit des effets. C'est finalement la meilleure marche à suivre pour les Américains ? Alors, d'abord, Donald Trump est quelqu'un d'extrêmement prudent. On va le dire comme ça, quand il emploie la force, il ne prend aucun risque. Et donc, il emploie que des modes d'action avec des risques très limités. Donc, les frappes aériennes, c'est des risques très limités pour lui. Il y a peu de chance, ça peut arriver, mais peu de chance qu'un avion soit abattu. Mais un blocus, c'est aussi qu'il y a une opération sans risque. Donc, c'est quelque chose qu'il avait mis en œuvre assez tardivement, il faut quand même le rappeler, dans la guerre, mais qui effectivement est un moyen de pression sur l'Iran qui paraît quand même très efficace, même s'il n'est pas, ce blocus n'est pas étanche à 100%, mais c'est efficace. En tout cas, ça exerce effectivement une pression économique sur l'Iran. D'où d'ailleurs mon interrogation pourquoi ne pas l'avoir remis en place très vite, à partir du moment où on considère que l'Iran ne joue pas le jeu du protocole d'accord, au lieu de frapper ou de lancer des frappes ou en parallèle dire écoutez, voilà, je rétablis le blocus jusqu'à ce que décidément vous assuriez, vous respectiez les termes de l'accord. Donc ça peut être mis en place effectivement très vite. Ça a un certain effet. Mais est-ce que ce sera suffisant pour avoir des effets à court terme ? Donald Trump veut aussi quelque chose à court terme. Je vais même le rappeler. Au passage, donc ce blocus, on le rappelle, c'est le blocus des ports iraniens. Tout ce qui rentre, qui sort des ports iraniens. Et après, il y a le reste. Il y a ceux qui partent d'un port koweïti, qui passent par la voie iranienne, et puis ensuite qui va se retrouver sur les bateaux américains. Et c'est là qu'intervient cette notion de taxe de 20%. Ouais. Qui est, à mon avis, justement, la folie furieuse. Colonel, vous allez garder la main parce que je voudrais qu'on se penche sur des images proprement exceptionnelles qui sont fournies par le commandement militaire américain dans le Golfe et au Moyen-Orient. Regardez, ça sont des images. Donc vous avez parlé des bombardements, on a évoqué le blocus, et ça sont des drones navals américains qui s'attaquent à des infrastructures aéroportuaires iraniennes. Elles viennent d'être publiées à l'instant, quasi à l'instant. Vous voyez, de fortes déflagrations. Quel est l'intérêt de mener de telles manœuvres en mer avec des drones navals et pour quels effets, colonel ? Est-ce qu'on peut décrire ce qu'on voit là ? Oui, alors ce sont des drones navals comme ceux qui sont utilisés par exemple par les Ukrainiens. L'intérêt du drone naval, c'est que par rapport à un drone aérien, c'est que vous pouvez porter une grosse charge sur l'eau. Vous pouvez porter plusieurs centaines de kilos et vous pouvez les piloter à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Donc c'est évidemment très pratique pour attaquer des objectifs qui sont directement sur le bord, au bord de l'eau, des navires, des choses comme ça. Donc les Américains auraient tort de s'en priver. C'est la première fois, colonel, que le commandement américain de la région publie ce genre d'image. Au moins communique là-dessus, oui. Ils en profitent aussi pour tester, expérimenter leurs nouveaux équipements et communiquer là-dessus. Ils ont raison. On est dans le détroit d'Ormuz. On parle de ce blocage, on parle d'un blocus qui est réinstauré et parallèlement ces Américains qui publient ces images de drones navals qui attaquent des sous-marins, des zones portuaires. À quelle fin tactique ? Alors après, tactiquement, pourquoi on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on fait des frappes dans la zone, des frappes aériennes de tout type ? C'est le même principe, c'est une forme de frappe. Par drone ou par avion, c'est pareil. Ou par hélicoptère. Et là, on voit le sous-marin qui est en partie détruit. Oui, mais très bien. C'est pour deux raisons. D'abord, il y a un effet de représailles. Vous attaquez des navires, eh bien, on va attaquer nous-mêmes ceux qui attaquent les navires pour montrer que jusqu'à ce que ça cesse. Donc c'est vraiment une forme de punition
en représailles d'une attaque spécifique. Et 2, c'est qu'au fur et à mesure, les Américains essayent peut-être de neutraliser tous les moyens iraniens d'attaquer des navires marchands, des navires des pétroliers qui passent dans le détroit. Alors ça demande beaucoup de boulot parce qu'il y a quand même beaucoup de cibles à frapper. Et toute petite question, est-ce que c'est de nature à impressionner les Iraniens, ça, de publier de telles images en disant attention, nos drones navals entrent en action, on est capable de frapper vos zones portuaires et de détruire vos sous-marins s'il en reste quelques-uns? Les impressionner, non. Non, d'abord parce qu'ils connaissent ça, ils en ont. Les Iraniens ont aussi des drones navals de même type. Je crois qu'ils ont 20 modèles différents de drones navals. Donc ils connaissent parfaitement ça et je pense qu'ils sont en partie adaptés à cette menace pour eux. C'est pas plus impressionnant qu'une frappe aérienne. Où vous avez un avion F-18 ou un F-35 qui arrive et qui balance plusieurs tonnes de munitions. C'est plus impressionnant. Oui, enfin, pour dérouler le fil, et on va accueillir Antoine Basbous qui nous fait l'amitié de nous rejoindre sur ce plateau. Mais tout de même, on parle de bombardement aérien. On a maintenant ces drones navals. Bonsoir, monsieur Basbous. Merci de nous rejoindre. Vous êtes politologue associé chez Farward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Mais on s'interroge là sur ces drones marins, ces images qui sont assez exceptionnelles, qui sont pour la première fois publiées dans le cadre de ce conflit par les Américains. Donc il y a l'aérien, colonel Goya, il y a le naval maintenant. À quand le terrestre? On a envie de se poser cette question-là. Oui, enfin tout ça c'est la même chose, que ce soit aérien ou pas naval, ce sont des frappes. Ouais. Alors on tape. Bon, ok. Le terrestre, d'abord, il n'y a pas beaucoup de moyens terrestres américains. Il y a en tout peut-être, il y a 5 bataillons, il y a 3 bataillons de parachutistes, 2 bataillons de marines, c'est peut-être un bataillon de rangers. Ok, donc on peut faire des choses, mais pas beaucoup. Et on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, mais surtout c'est un emploi risqué. Et comme je disais tout à l'heure, Trump fait du sans risque. Ouais, ça c'est du sans risque. Oui, forcément, c'est encore moins risqué qu'envoyer un avion. Oui, il y a un opérateur qui est derrière cette télécommande et qui commande ce drone naval. Donc, mais ça c'est très bien. Ça permet de fournir également des images, ça montrer, regardez, on est fort, on est capable de taper, etc. Mais en réalité, pour l'instant, c'est aussi un peu un signe d'impuissance, quoi. Antoine Basbous, signe d'impuissance, nous dit le colonel Goya. Est-ce que cette guerre, après cette tension accrue et cette reprise des hostilités, elle est en train de reprendre ou au contraire, est-ce qu'elle s'est vraiment terminée? Non, je crois qu'on s'est installé dans une guerre d'usure à intensité variable. Monsieur Trump ne peut pas se dégonfler totalement, mais il n'a pas envie de mettre le paquet pour gagner la guerre. Tant qu'on n'aura pas vu des dizaines de milliers de soldats arriver dans le Golfe pour sauter sur le détroit d'Ormuz côté iranien et le sécuriser, on reste donc dans une guerre d'usure. On prend un coup, on en donne 10, vice-versa. Et puis, comme les Iraniens disent « mort à l'Amérique, mort à Israël », mais en fait, ils frappent leurs voisins, les monarchies arabes du Golfe. Ils ne touchent pas, pour l'instant, Israël. Ils frappent sur les bases qui sont à terre. Ils n'ont jamais réussi à frapper un bâtiment de guerre en mer. Et donc, ça s'installe dans une guerre d'usure. Le président américain vient de dire tout à l'heure que il va imposer une taxe 20% pour les passages dans le détroit d'Ormuz et remettre le blocus sur l'Iran. Mais c'est une arme à double tranchant, le blocus américain. Ça veut dire que demain, on va se retrouver avec un baril qui aura pris 5 ou 10% de plus. Et les Iraniens sont habitués à vivre dans la pénurie parce que le régime les a fait vivre depuis 47 ans sous les sanctions, un millefeuille de sanctions et dans la pénurie. En revanche, l'Européen, l'Américain, l'Asiatique qui a l'habitude de prendre sa voiture, de dépenser de l'essence pour, admettons, 100 € n'a pas envie de dépenser 150. Et donc, l'effet de ce blocus est à double tranchant. Dans un contexte également caniculaire, parce qu'il fait très chaud dans cette région, les températures sont absolument folles de jour comme de nuit. C'est aussi ça le contexte dans lequel les Iraniens subissent aussi ces bombardements pour les civils qui seraient à côté de ces installations. Une autre question, Claire Cambier le signalait tout à l'heure. En réalité, les négociations elles sont peut-être gelées, mais enfin elles ne sont pas suspendues ad vitam aeternam. On peut continuer, parce que nos téléspectatrices, nos téléspectateurs se posent la question, à continuer à négocier avec un pistolet chargé sur la table des négociations comme ça. À vrai dire, il y a 2 types de négociations. Les négociateurs pakistanais
ils sont crédibles, parce qu'ils ont la bombe nucléaire, parce que l'Iran n'ose pas frapper le Pakistan, parce qu'ils ont du poids par rapport aux Iraniens. Ce sont des pompiers. En revanche, les Qataris et les Omanais, ils sont frappés quasiment tous les jours. Et quel est le rôle de ce négociateur qui est intimidé, frappé, humilié et qui court toujours au secours de celui qui le frappe? Donc, c'est un négociateur qui n'a pas vraiment de sens. C'est une négociation qui n'a pas de sens. Et surtout, ça va se retourner contre ces gouvernements par rapport à leur opinion publique. L'opinion publique demande ne pas être humiliée. Or là, ils sont humiliés. Ils sont même, sur décision de M. Trump le 17 juin dernier, ils doivent abonder un fonds de 300 milliards de dollars pour reconstruire l'Iran. Ils y vont plutôt à reculons sur ce point-là. Pardon ? Et ils y vont plutôt à reculons, disais-je. Mais ils n'y vont pas, ils ont raison. D'abord, il va falloir réparer ce qui a été cassé chez eux, les infrastructures, avant d'enrichir leur adversaire, celui qui les a frappés si fort. Mais pour l'heure, le chaud, le brûlant, c'est la reprise des hostilités avec ces images que vous découvrez, qui sont proprement stupéfiantes. Ce sont des drones navals qui entrent en action. Alors, on peut imaginer qu'ils étaient déjà entrés en action auparavant, mais le CENTCOM, le commandement militaire américain dans la région, choisit de les publier, peut-être pour envoyer un message. Et c'est l'occasion d'aller poser la question à Justine Jankowski, qui nous attend à Washington, et lui poser une question toute simple. Elle est accompagnée, bonjour à vous Justine, merci d'être avec nous en direct de Washington. Vous êtes accompagnée de Armel Esposito. La question qu'on se pose très concrètement, c'est Donald Trump. Il publie des images, il frappe très fort, il veut réinstaurer un blocus dans le détroit d'Ormuz. Concrètement, on a l'impression d'aller tout droit vers la guerre, mais est-ce qu'il peut vraiment assumer une reprise des hostilités à grande échelle ? C'est vrai qu'ici, tous les instituts de sondage le montrent. Cette guerre, elle est de plus en plus impopulaire auprès des Américains, et ce pour une raison simple, l'impact économique. C'est bien simple. À chaque reprise des hostilités, comme on l'a vu ce week-end, ça fait monter le prix de l'essence. Et vous le savez, si vous êtes déjà venu aux États-Unis, à part dans quelques villes comme New York ou San Francisco, la voiture, elle est indispensable pour les Américains. La plupart des villes ne sont pas piétonnes, et ce n'est pas rare de croiser des Américains qui vous disent j'ai fait 8 heures, 10 heures de route pour venir. Donc l'essence, c'est vraiment le nerf de la guerre, et ça va forcément frapper les Américains au portefeuille, et c'est important parce que les midterms arrivent dans moins de 4 mois, et l'impact économique, évidemment, va se ressentir, risque en tout cas de se ressentir sur les midterms. C'est en tout cas ce que le Parti républicain craint. À côté de ça, certains observateurs estiment que Donald Trump a raison sans se lancer dans une vaste offensive contre l'Iran, il a raison de maintenir une certaine forme de pression, comme on vient de le voir à l'instant, parce que tout simplement, il en va de sa crédibilité en tant que président américain. Merci à vous, Justine Jankowski. L'autorité du président américain, tout de même, il faut pouvoir la préserver. Guillaume, je me tourne vers vous. Elle nous dit, Justine Jankowski, depuis Washington, oui, il y a les midterms qui arrivent, ces élections de mi-mandat, mais on a le sentiment qu'il s'est résigné à les perdre, Donald Trump, et que les républicains ne remporteront pas la mise, que le Congrès pourrait basculer dans une certaine mesure. On verra. Est-ce que ça pourrait pas l'inciter, tout résigné qu'il est, à y aller tout droit ? Si, effectivement, il est très possible que Donald Trump ait tiré un trait en quelque sorte, ou qu'il ait pris sa perte en se disant de toute façon cette aventure iranienne elle aura contribué à lui faire perdre les midterms, surtout s'il y a cet impact sur les prix du carburant. On sait que l'aspect hausse des prix, c'est essentiel dans le vote américain, c'est l'une des raisons clés pour lesquelles Donald Trump a été réélu, parce que Joe Biden, son prédécesseur, n'avait pas suffisamment pris en compte cet élément dans les motivations du vote américain. Et donc il est possible que Trump se dise de toute façon ces midterms c'est mal engagé, donc au moins que j'essaye de sortir de cette guerre la tête haute, quitte à l'avoir faite, au moins que je puisse la gagner, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Claire Cambier, est-ce que vous pensez très honnêtement qu'on est là maintenant dans une telle divergence de lecture, parce qu'il y a derrière ça un mémorandum, visiblement, un protocole d'accord qui devait aboutir à une cessation des hostilités, de régler ce problème du détroit d'Ormuz, une divergence de lecture visiblement, qui a le droit de naviguer, qui paye, qui ne paye pas. Est-ce que vous pensez que
ces divergences, elles font de toute façon qu'on va vers une reprise des hostilités inéluctable. Non, mais comme ce qui a été dit sur ce plateau, cette situation, elle peut durer longtemps. On n'est pas forcément dans une reprise d'une guerre à haute intensité. Vous êtes partisane de l'escalade contrôlée, mais on l'entend beaucoup. Oui, mais ça peut durer des mois, voire plus au final. Et l'idée est d'user au maximum l'adversaire et de voir jusqu'où il peut aller. Donc c'est en tout cas envisagé. Ce qu'on voit bien, c'est que ce mémorandum d'accord, il resterait normalement un mois de négociation. Aujourd'hui, on ne voit pas trop sur quoi il tient. Les différentes clauses ne sont pas du tout respectées, que ce soit l'ouverture du détroit. Là, on voit que le blocus est rétabli. Ça aussi, ça faisait partie du mémorandum. Des négociations doivent être menées sur le nucléaire. Il n'en est plus du tout question aujourd'hui. Oui. Donc on voit vraiment qu'on est dans une impasse. Pour l'instant, ce choix de la stratégie militaire qui prime. Il faudra voir si elle dure dans le temps et aussi des négociations peuvent effectivement reprendre. Ce que l'on sait également, c'est que dans tous les cas, les États-Unis n'ont pas forcément les moyens, notamment en termes de munitions, de pouvoir durer indéfiniment. Et vous me tendez la perche parce qu'on a le sentiment, Antoine Bazbous, pour rebondir et compléter le propos de Claire, c'est que voilà, l'Iran veut garder la main sur le détroit d'Ormuz. Il a découvert ce formidable levier qui peut permettre de paralyser l'économie mondiale. Ce levier, il s'affaiblit quand les Américains ont le doigt sur les sanctions, les avoir gelées. Les attaques, elles reprennent. Elles sont quoi ? Un avertissement, mais au fond pour Donald Trump, puisqu'on est sur cette séquence-là, est-ce que c'est un pari qui est trop risqué, qu'il ne peut pas assumer ? Lui. D'abord, pour les Iraniens, le détroit, c'est un acquis qu'ils ont découvert et ils en jouissent énormément. C'est leur instrument de puissance, c'est leur levier à l'international. Mais en même temps, dans quelques années, ce détroit aura moins de valeur qu'aujourd'hui parce que des voies d'acheminement vers la Méditerranée, vers la mer Rouge, sont en train d'être modifiées, d'être agrandies pour pouvoir évacuer le pétrole de l'Arabie, du Koweït, vers la mer Rouge, et le pétrole irakien qui ne sort plus du tout maintenant par le détroit, et bien vers la Syrie et la Turquie. Donc l'utilité de ce détroit est immédiate pour l'Iran. L'Iran prend en otage en quelque sorte l'économie mondiale et n'a pas supporté que le sultanat d'Oman ait ouvert la partie sud du détroit, qui est plus profonde que la partie iranienne, sans payer de taxes. De ce fait, il y a eu des négociations avec les Omanais, mais les Omanais qui ont été menacés ouvertement par Trump et par leurs collègues du CCG, les monarchies arabes, donc ils n'ont pas marché dans la combine iranienne. C'est pourquoi ils ont été punis en subissant, il y a 2 jours, des missiles et des drones iraniens. Donc la situation est compliquée, mais les Iraniens veulent garder le contrôle, privatiser le détroit, et surtout, ça leur permet également de faire diversion par rapport au nucléaire. Tant que le détroit est en question, le nucléaire est oublié, il passe en 2e position, sinon en 3e. Oui, c'est ce que disait Claire Cambien. Le nucléaire passe par pertes et profits. Les 440 kilos dont on a abondamment parlé sur ce plateau, on ne sait pas où ils sont terrés, mais en tout cas, on n'en parle plus. En tout cas, colonel Goya, cette guerre, pour pouvoir la mener, puisque si je vous écoute les uns et les autres, on est en gros dans une course contre la montre. Les Iraniens courent un marathon et les Américains, et Trump en particulier, lui, croient courir un sprint. Mais est-ce qu'il a assez de munitions pour continuer à courir Donald Trump, et pour combien de temps ? Oui, alors ça peut, Antoine Bazbous parlait d'une guerre d'usure. Vous savez, il y a eu l'Égypte et Israël ont mené une guerre d'usure de 69 à 1970, pendant 1 an autour du canal de Suez. Donc c'est des choses qui peuvent effectivement durer très longtemps. Les Américains ont en réalité déployé peu de moyens militaires dans la région, trop peu, incontestablement. Ce qui me frappe en plus, c'est qu'ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas fait évoluer leurs moyens militaires quasiment depuis la moitié, depuis mi-mars. On aurait pu imaginer, dire tant qu'on y est, ça coûte pas grand-chose. On va engager des moyens supplémentaires, ne serait-ce que pour peser pour les négociations, pour faire peur. Non, même pas. Donc on reste toujours avec des moyens aussi limités et des options finalement assez réduites. Et moralité, Donald Trump se trouve dans quelque chose
chose qu'il voulait absolument éviter, c'est un bourbier. C'est un bourbier. Voilà, donc, et dont il aura du mal à se sortir. Soit il abandonne tout, il lâche tout, effectivement, aux Iraniens. Soit il emploie vraiment la force, vraiment. Et dans ce cas-là, c'est pas simplement quelques dizaines de frappes qui suffiront. On n'est pas encore là. Je pense qu'il espère encore pouvoir faire craquer les Iraniens, mais dans quelques semaines, lorsqu'il s'apercevra que ça n'aura pas bougé dans iota. Oui. Il faudra quand même il faudra peut-être changer un petit peu, en tout cas, de stratégie. Mais c'est intéressant parce que CNN, les experts militaires de CNN ont détaillé par le menu le nombre de munitions qui ont été utilisées à date et pendant la période la plus chaude de ce conflit. On va peut-être le découvrir sur une toute petite animation qu'on vous a fait. Mais je crois qu'à la fin de la guerre, la phase la plus chaude, les Américains avaient tiré en termes d'intercepteurs, donc de missiles antimissiles THAAD, comme on dit, qui sont extrêmement perfectionnés, la moitié de leurs intercepteurs. Et pour ce qui concerne en fait les munitions offensives, si je puis dire, c'est-à-dire les Tomahawk, près de 30% d'entre eux ont été utilisés. Donc ça se dépoile très vite, pardonnez-moi l'expression. Encore une fois, est-ce qu'on peut tenir la durée et espérer que les Iraniens craquent ? Peut-être qu'il aurait été bon aussi de ne pas s'arrêter à mi-chemin aussi dans les opérations offensives. Il aurait fallu taper et encore taper plus fort. Écoutez, au moins on aurait obtenu quelque chose, au moins détruire l'arsenal balistique, par exemple, de l'Iran. C'est-à-dire vous casser définitivement leurs missiles à moyenne portée ou à courte portée, vous leur retirez cet instrument. Oui, c'est déjà un objectif stratégique atteint, c'est déjà une menace éliminée, et accessoirement, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'utiliser des intercepteurs. Si vous avez complètement détruit toute l'infrastructure de missiles de l'Iran. Mais encore fallait-il aller peut-être jusqu'au bout et pas s'arrêter à mi-chemin. C'est-à-dire que c'est ça aussi un des problèmes. Trump, qui visiblement n'est pas du tout un bon chef de guerre, visiblement c'est pas son truc, très clairement. Il s'est arrêté au bout de 40 jours, ce qui a surpris tous les militaires. Cette opération, c'était pas du tout l'opération que j'aurais conseillée en tant que militaire, mais bon, tant qu'elle a lancé, il faut au moins essayer d'aller jusqu'au bout. Et la stupéfaction des Israéliens aussi, Trump s'est arrêté, et donc il n'y a aucun résultat véritablement qui a été atteint, et on se retrouve dans une situation où on a donné une sorte de gage de victoire à l'Iran, qui finalement a fait céder Donald Trump, c'est une sorte de vainqueur moral, et en plus on lui laisse en main tous ses instruments de puissance. Donc, partant de là, oui, c'est mal barré pour Trump. Oui, il faudrait 3 ans, Claire Cambier nous dit CNN, pour que les Américains puissent recompléter leur stock de munitions d'ores et déjà consommés. Pour continuer un peu sur ces chiffres, il y a aussi la moitié des intercepteurs de Patriot qui ont été utilisés à la date du cessez-le-feu, le 8 avril. On sait qu'il en manque pour cette guerre, mais il en manque aussi pour livrer, par exemple, au reste du monde ce type d'armement. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que Donald Trump a enfin accordé à l'Ukraine une licence pour que l'Ukraine puisse produire des patriotes au sein de son pays. Mais effectivement, la production est très très lente, et donc du coup, il sera impossible de renflouer finalement tous les stocks. Idem pour l'Ukraine. Je voyais quand une telle usine a déjà été mise en place en Allemagne. Les travaux sur la chaîne de production ont commencé en 2022, et pour l'instant, il n'y a toujours pas de missiles produits en Allemagne. Donc du coup, ça prend énormément de temps, et effectivement, c'est un élément bloquant, d'autant plus qu'au-delà de protéger les bases américaines, il faut aussi protéger tous les pays du Golfe. Antoine Basbous, d'un mot, si on voulait un peu filer la métaphore casino pour faire all-in, c'est-à-dire reprendre les hostilités, il faudrait faire appel peut-être à Israël. Les deux armées avaient vraiment fonctionné en parfaite cohésion et coordination. Les Israéliens, ils ont aussi un peu le doigt sur la gâchette, ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir le feu vert de Trump. Leur donnerait-il ? Pour l'instant, il les retient. Pour l'instant, il ne leur accorde pas le visa. Mais si jamais il doit y avoir une vraie poussée, un surge contre l'Iran, évidemment, les Israéliens seront... Ça ne peut pas s'imaginer sans Israël. Ils peuvent, les Américains, mais ils seront encore plus soulagés si les Israéliens sont à leur côté. Concernant les munitions, évidemment, ils ont consommé beaucoup de Tomahawk, mais le Tomahawk peut être remplacé par d'autres munitions moins performantes. N'oublions pas quand même, moi je voudrais relativiser cette affaire, l'Iran est sous sanctions. Rien ne rentre, très peu de choses rentrent. Comment voulez-vous qu'ils produisent,
qu'il perfectionne, alors que l'Amérique, elle peut accélérer la fabrication de ses intercepteurs SAD, de ces missiles Tomahawk, des Patriots. Donc, relativisons cette affaire. Les Américains peuvent mener une guerre plus longue, alors que les Iraniens sont pris à la gorge par les sanctions et par également le blocage du détroit. Et pour cela, il faudrait quand même avoir aussi l'accord du Congrès, notamment qu'il y a un soutien de la population américaine pour allouer des budgets supplémentaires, notamment. Et vous vous souvenez que le Congrès ils ont finalement fait marche arrière, mais ils se sont opposés à la poursuite de la guerre en Iran il y a très peu de temps. Ok, mais pour reconstituer les stocks, ils peuvent faire autrement. Monsieur Trump peut avoir une autre approche, celle de dire que les otages américains en 79 jusqu'en 80 ont été pris pendant 444 jours. C'était la naissance de la République islamique. Il peut leur rappeler l'attentat contre l'aéroport international de Beyrouth et le Drakkar à la même minute en 83. L'hostilité de l'Iran par rapport aux États-Unis, elle est énorme. Le nombre d'agents, de diplomates... depuis 47 ans. Une guerre larvée, plus ou moins chaude, mais elle dure depuis 47 ans. Oui, alors là, Trump n'a pas rappelé ça à son opinion publique. Alors il fait beaucoup de propagande, mais il n'a pas pris ce sillon-là pour le développer, pour convaincre les Américains que c'est un ennemi qui mérite d'être frappé. Je voudrais rebondir sur une notion que vous avez employée, sur laquelle on va se pencher avec vous, Michel Goya. Être pris à la gorge économiquement et comment ce faisant, eh bien on reparle, Michel Goya, et vos explications, elles seront très éclairantes, de cette fameuse île de Karg. Ouais. Un ancien patron du CENTCOM nous dit qu'en réalité il serait peut-être temps d'y songer et de chercher à la prendre. Elle se trouve là, cette île de Karg, au nord du golfe Persique. Pourquoi est-elle si stratégique ? Oui, alors Donald Trump est assez approximatif généralement en géographie, mais il connaît l'île de Karg. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de pétrole qui passe par là, effectivement, et donc du coup ça l'a intéressé. Alors on voit ce petit îlot. Oui, c'est le poumon du commerce pétrolier maritime iranien, c'est-à-dire qu'à peu près 80% du pétrole qui est exporté passe par ce petit îlot. Donc on voit notamment un certain nombre de dépôts pétroliers ici, n'est-ce pas, de stockage, etc. Ouais. Donc c'est en termes militaires, on appelle ça un centre de gravité. C'est un centre de gravité économique de l'Iran, incontestablement. Et donc oui, donc du coup, ça devient un objectif militaire possible. Et parmi les options qui étaient envisageables du côté américain, il y a cette option qui a été évoquée à plusieurs reprises de s'emparer de cette île. Alors on pourrait dire... oui, c'est effectivement c'est un instrument d'exportation de pétrole. À partir du moment où on exerce le blocus à la sortie du détroit d'Ormuz, ça sert à rien de ça. On dit que c'est quand même la station-service. Oui, mais voilà, si bloquer la sortie du pétrole qui sort de l'île de Karg, bon, finalement, à quoi ça sert ? En revanche, ça peut être très, très utile comme monnaie d'échange, comme gage. Vous prenez ça. C'est pour ça qu'on en reparle. Voilà, peut-être. On se dit, voilà, on va peut-être taper un peu plus fort. Si visiblement les frappes aériennes, ça suffit pas, on prend cette île. Donc seulement, on va prendre en compte tout le pétrole, étouffer toute l'industrie du pétrole iranien. Et en même temps, on va dire, écoutez, on va faire un échange. Vous libérez définitivement le détroit d'Ormuz et on vous rend l'île de Karg. Ça, ça pourrait être la stratégie. Sur ce plasma, c'est très beau. Oui. Vos explications sont très claires. Mais une fois qu'on l'a prise, c'est bien gentil, si je puis dire. Mais enfin, il faut pouvoir la conserver, cette île de Karg. Oui, alors déjà, il faut parler des munitions. Est-ce que les Américains ont les hommes et les munitions nécessaires pour sécuriser un tel îlot stratégique ? Et pendant combien de temps ? Alors d'abord, il faut s'en emparer. L'île était évidemment défendue. Les Irakiens, pendant la guerre Irak-Iran de 1980 à 88, avaient essayé de neutraliser l'île de Karg. Ils ne sont pas parvenus. Donc c'est une île on voit la carte, elle est défendue. Vous avez 1 millier d'hommes à peu près, beaucoup des systèmes anti-aériens, des systèmes anti-navires, évidemment. Donc, mais militairement, c'est possible. Vous pouvez lancer depuis le Koweït. A priori, vous pouvez lancer un assaut héliporté, peut-être un peu amphibie par la suite, pour déposer. Soit bataillon de Rangers, c'est tout à fait leur boulot, plus il y a 3 bataillons de parachutistes, il y a 2 bataillons de Marines dans la zone. Vous pouvez les utiliser. La fameuse 82e aéroportée dont on a beaucoup parlé, notamment. Oui, donc vous pouvez le prendre d'assaut. Alors attention, ça se fait pas comme ça, c'est une opération relativement compliquée. Surtout, il y aura de la casse, donc il y aura des pertes. Et c'est bien là qu'est le hic, c'est qu'il y aura très certainement des pertes américaines. Tenir dans la durée. Et ensuite,
une fois que vous vous emparez de l'île, après il faut la tenir. Elle est proche des côtes iraniennes. Donc elle est à portée de missile. Exactement. Et donc ça déboucherait très certainement sur une bataille de longue durée pour la possession de l'île de Karg, avec, alors du côté américain, si c'est les Marines qui s'en emparent, ils vous diront, écoutez, c'est comme la bataille de Khe Sanh au Vietnam, ok, on a une position, on est attaqué par l'ennemi, mais on en profite pour écraser cet ennemi qui s'approche de nous et lui faire très mal. Donc oui, ça peut enclencher une bataille, mais qui peut faire très mal aussi aux Iraniens. Et au bout du compte, voilà, ça pourrait être une carte supplémentaire dans les mains des Américains, mais c'est une carte un peu dangereuse. Une carte supplémentaire dans la négociation. On voit tout de même, merci colonel Goya pour ces explications, on voit tout de même Guillaume Roquette en remettant une pièce dans la machine île de Karg, qu'on est peut-être dans quelque chose de l'ordre de l'improvisation côté américain. On met toutes les cartes sur la table, on frappe, on utilise des drones navals et l'on reparle de cette île de Karg, l'idée étant d'étrangler comme on le peut les Iraniens. C'est quoi ? C'est le signe d'une stratégie claire, efficace, qui produira des effets, ou au contraire d'improvisation, comme je le disais ? C'est pas d'improvisation parce que les Américains y ont souvent pensé. D'ailleurs, au début de la guerre, ils ont frappé l'île de Karg avec des frappes extrêmement ciblées. Oui. Ils ont endommagé la piste d'atterrissage. Ils ont aussi touché un dépôt de munitions qui était sur l'île, mais ils n'ont jamais touché aux infrastructures pétrolières elles-mêmes. Alors que, comme Michel Goya l'a rappelé, l'île de Karg, c'est un peu le port en eau profonde, le terminal pétrolier de l'Iran par lequel passent l'essentiel des exportations. Donc en fait, c'est un truc qu'ils n'ont pas encore essayé. Et ils peuvent se dire, puisque on a eu beau frapper plusieurs dizaines, plus de 15 000 fois les Iraniens, et ça n'a pas marché. Ils avaient essentiellement touché des cibles militaires ou des infrastructures de production militaire. Ils se disent, là, l'île de Karg, c'est le poumon économique de l'Iran, et ça peut être un changement dans le jeu, comme on dirait en bon game français. Changer, comme on dit en mauvais français. Ouais. Allez-y tout droit. Je ne peux pas le dire. Mais vous êtes le patron de la direction du Figaro Magazine, vous n'employez pas le mot game changer. Mais oui, ça pourrait changer la donne, la bouleverser en tout cas. En tout cas, on comprend que les Américains se posent la question. Parce que, objectivement, c'est quand même Michel l'a très bien expliqué, c'est un endroit qui n'est pas très grand, un objectif de petite taille avec une valeur stratégique gigantesque. Moi, je serais stratège américain, je me poserais la question de savoir si c'est pas une bonne idée d'y aller. Même si je suis pas du tout suffisamment compétent pour savoir si c'est compliqué ou non d'un point de vue militaire. Antoine Basbous, les Iraniens, ils seraient sensibles. Bon, alors d'abord, il faudrait la défendre, comme ça a été expliqué par Michel Goya. Cette île, il faudrait pouvoir la conquérir, mais tout de même couper les vannes de ce dépôt pétrolier géant qu'est l'île de Karg, pardonnez-moi, et qui est une source de revenus exceptionnelle. Ça, c'est de nature peut-être à faire frémir les Iraniens et les pousser à négocier de manière un tout petit peu plus aimable, si je puis dire. Ils sont maximalistes. Il y a un courant qui a pris le pouvoir maintenant au sein des Pasdaran, contrôlé par M. Vahidi, le chef des Pasdaran, et qui joue le... Ça, ce sont les durs. Vahidi, c'est vraiment un dur de chez dur, lui. Oui, c'est le vrai patron du pays maintenant. Le président Pezeshkian, lui, n'est ni Pasdaran ni Mollah, donc il ne pèse pas. Et même le chef du Majlis et le ministre des Affaires étrangères ne pèsent pas non plus. Ils doivent se référer à M. Wahidi parce qu'on ne sait pas où est Mujtaba, s'il est en vie ou s'il n'est pas en vie, s'ils sont capables de se concerter avec lui, s'il peut donner des avis. Bref, Karg, c'est le terminal par lequel transite 90% du pétrole iranien. Mais c'est une bataille sur cette île, ça va détruire toutes les installations. Oui. Et là, c'est un climat extrêmement chaud, extrêmement humide. Pour les soldats qui vont se battre en cette saison sur cette île, ça va être terrible, mais pour les défenseurs également. Donc, je crois qu'une bataille sur Karg, c'est la destruction du terminal qui débouche sur qui délivre 90% du pétrole iranien, et c'est pour les Iraniens une infrastructure essentielle et stratégique pour eux. C'est intéressant ce que vous dites sur les températures, mais moi je m'y suis penché. Il fait 38 à 40 degrés en ce moment en journée dans la région. C'est très très humide et les nuits sont à 30 degrés. Donc c'est là aussi extrêmement torride. On est bien placé en France pour savoir de quoi on parle, puisqu'on connaît aussi ces températures extrêmes. Mais il fait 30 degrés en ce moment dans cette région-là. Il y a en creux, ou plus, nous dites-vous, Monsieur Basbous, il y a en creux, Claire Cambier, derrière cette île de Karg, cette question qu'on se pose, là, c'est la question des sanctions économiques. On sait que
que dorénavant, donc Monsieur Trump reprend son blocus, c'est ce qu'il a dit. Ils ont appuyé sur le bouton sanctions, c'est-à-dire qu'ils interdisent aux Iraniens d'exporter leur pétrole comme ils le faisaient depuis le 17 juin. Et ils ont aussi, c'est un certain nombre de milliards, une dizaine de milliards peut-être plus, d'avoirs gelés. On sent que les Iraniens sont quand même sensibles à cette question des avoirs et à cette question économique qui les grève dans leur reprise en main de ce pays qu'est l'Iran. Ils ont besoin d'argent, effectivement, ils ont besoin de rentrée d'argent. Et ce qu'on a vu, c'est au départ les estimations sur les exportations de pétrole iranien. Les experts disaient ils vont pouvoir gagner 8 à 9 milliards de dollars sur la période de 60 jours. A priori, il s'avère qu'ils ont gagné très très peu jusqu'à ce que les sanctions soient réenclenchées, puisque les autres États du Golfe ont eu une politique très agressive en termes de prix et comme aussi ce laps de temps de 60 jours est assez court, ça ne donne pas forcément confiance pour les différents acheteurs. Donc, il leur faut des rentrées d'argent. Ce qu'ils souhaitent, c'est vraiment cette question des avoirs qui doivent être dégelés. Normalement, c'est s'il y a des avancées dans les négociations. Voilà, on voit que ça n'avance pas trop sur ce sujet. Et donc, ce péage serait du pain béni pour obtenir du coup une certaine rente. En termes militaires, colonel Goya, ça s'apparente à un siège que tentent les Américains en installant un blocus naval, en imaginant reprendre cette île de Kar, qui est une grande partie, sinon l'essentiel des revenus pétroliers de l'Iran, nous le disait Antoine Bazbous. En combien de temps ça craque d'un point de vue économique un pays quand on installe un tel niveau de sanctions et un blocus naval et en plus la possibilité de prendre cette île peut-être? Le problème, c'est qu'on n'en sait rien, en fait. Ouais. Voilà, vous avez deux types d'opérations militaires. Ces opérations de conquête, vous allez sur le terrain, vous avancez, vous voyez une ligne de front, vous regardez comment avancent les drapeaux sur la carte et vous avez une petite idée qui est en train de gagner la guerre. Et quand ça, à peu près, ça va se terminer. Bon, et puis vous avez les opérations de pression, les opérations de frappe. Vous n'osez pas mettre un pied en Iran, donc vous restez à distance et vous frappez. Et puis, donc, on voit des images tous les jours de frappe. Et puis, OK, en quoi est-ce que ça fait avancer l'objectif stratégique? En fait, on n'en sait rien. L'effet final recherché, comme vous dites. L'état final recherché. L'état final recherché. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Les militaires, ouais. Tant que, d'abord, il faut savoir ce qu'on veut à la fin. C'est pas forcément évident du côté de Donald Trump. Mais si vous voulez, ce type de campagne, c'est des campagnes un peu pointillistes. Des petits points. Et pour une œuvre pointilliste, il faut qu'il y ait beaucoup de points et que ce soit à peu près structuré, que ce soit organisé. Puis vous voyez apparaître quelque chose. Là, vous faites pression. L'Iran, ça fait 47 ans qu'ils sont sous sanctions. Quels effets stratégiques on a obtenus avec ces sanctions? Donc là, ça peut durer comme ça très longtemps, on n'en sait rien. Ou ça peut craquer peut-être rapidement, on ne sait pas. Mais ce sont des stratégies qui sont très aléatoires. C'est ça que je veux dire. C'est que voilà, ça peut craquer du jour au lendemain, mais ça peut durer des années. Bon, alors on va se demander si le porte-parole des gardiens de la Révolution, M. Zolfagari, va disserter comme vous le faites avec brio sur l'impressionnisme des Américains. Est-ce que ça donne un chef-d'œuvre ou une peinture ratée, un Monet ou au contraire un peintre amateur? En tout cas, M. Zolfagari, il est très clair sur ce blocus et la détermination des Iraniens à garder ce levier entre leurs mains. On l'écoute. Il est déclaré qu'à la suite des avertissements précédents, en aucun cas nous n'autoriserons ni ne permettrons que les États-Unis s'ingèrent dans la gestion du détroit d'Ormuz. Les dirigeants des pays de la région sont avertis que toute coopération avec les États-Unis, ainsi que tout soutien logistique apporté à l'armée américaine, seront considérés comme un acte de guerre contre la souveraineté et la sécurité nationale de l'Iran. Si la guerre venait à s'étendre à la région, les flammes du conflit embraseraient l'ensemble des pays de la région. Guillaume Roquette, je vous ai vu très concentré sur les propos de M. Zolfagari. C'est étonnant quand même de revoir ressurgir ces visages qu'on avait vus dans la phase la plus chaude de la guerre. Est-ce que c'est le signe, ça, que cet homme, ce porte-parole, au-delà de ce qu'il nous dit, où on gardera le contrôle du détroit d'Ormuz, il y aura un péage et c'est comme ça, etc., que quelque chose est en train de se produire et qu'on est, encore une fois, en train d'aller petit à petit, les images montrent vers une reprise des hostilités. Lui, on l'avait pas vu depuis longtemps et on le revoit réapparaître, sortir du chapeau. Oui, et effectivement, il n'est pas là pour faire la météo. Il n'a pas là
pas dans une logique très coopératrice et très constructive. Donc c'est vrai que c'est pas du tout l'état d'esprit et le ton qui correspond à un pays qui accepte de négocier. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'ampleur de sa menace, parce que sur les États-Unis, c'est assez normal, mais il y a aussi tous les pays de la région qui sont menacés, et le porte-parole de l'armée iranienne dit bien qu'il ne faut pas que les pays du Golfe essayent de coopérer à un plan américain qui permettrait de contourner le monopole iranien sur la circulation dans le détroit. On en revient toujours là. Ce qui a ce qui a été l'étincelle qui a déclenché la phase très très intense qu'on est en train de vivre, c'est le passage de ce bateau le long de 3 navires marchands attaqués par les Iraniens effectivement le long des côtes omanaises. Absolument, parce que ils arrivaient à passer au sud et donc dans les eaux territoriales d'Oman, c'est-à-dire d'échapper au contrôle iranien. C'est la preuve, Antoine Basbous, et on conclura sur ce dossier parce qu'on va ouvrir une autre page, mais finalement les zones de conflit sont presque liées ou de plus en plus, mais c'est le signe que les Iraniens ne lâcheront pas l'affaire. Pardonnez-moi l'expression, elle est grivoise, mais en réalité c'est ce qu'on voit dans les eaux du Golfe Persique. Ils sont extrêmement agressifs parce qu'ils voient que leur influence se réduit dans la région. Il y a 2 ans, Assad était en Syrie, l'autoroute Téhéran-Beyrouth était grande ouverte. Le Hamas était leur agent auprès d'Israël. Le Hamas n'existe presque plus, il n'a plus de moyens. Sa direction a été décapitée. Le Hezbollah a été beaucoup affaibli. Et la nouveauté aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'en Irak, il y a un nouveau Premier ministre qui est aujourd'hui reçu à la Maison-Blanche et qui veut désarmer les milices de l'Iran en Irak avant le 30 septembre. Et de ce fait, les attaques hier contre les postes frontaliers au Koweït étaient menées par ces agents irakiens de l'Iran pour frapper le Koweït. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons assisté à quoi ? À un avion iranien qui a voulu se poser à Sanaa, ramenant la délégation qui était aux obsèques de Khamenei. La piste a été bombardée. Il s'est posé à Hodeïda sur la mer Rouge. Donc là, les Iraniens réactivent l'hypothèse de blocage de Bab el-Mandeb qui relie la mer Rouge sur la mer Rouge, absolument, et l'océan Indien. Donc voilà, ils sont conscients que leur influence est en train d'être réduite et ils redoublent d'agressivité, que ce soit au niveau d'Ormuz, que ce soit au niveau de l'Irak ou encore du Yémen. Et il y en a un autre acteur sur la scène internationale qui redouble d'agressivité, c'est Vladimir Poutine, très largement attaqué depuis la mi-juin par monsieur Zelensky et ses forces armées qui a lancé mi-juin cette opération 40 jours, c'est presque biblique, puisqu'on est dans la région, mais ça a cette dimension-là. Et Vladimir Poutine, il redouble lui aussi, je le disais, d'agressivité. Il s'est exprimé sur ces frappes qui touchent son pays en profondeur, sur ces frappes qui touchent la péninsule de Crimée. Il va intensifier ses ripostes et sa représailles contre l'État ukrainien. On écoute Vladimir Poutine et on ouvre la page Russie-Ukraine de ce grand dossier. Nos réponses seront toujours symétriques. Partout où ils tenteront de frapper le territoire russe, nous répondrons de manière symétrique, mais avec une puissance décuplée. L'ennemi le ressentira. Il le ressent déjà, je l'espère. Et il continuera de le ressentir à une échelle de plus en plus importante. Vladimir Poutine qui vient de s'exprimer au moment où le chef d'État français, Emmanuel Macron, reçoit à Paris la coalition, les chefs d'État et de gouvernement qui forment la coalition des volontaires, plus d'une trentaine de pays au soutien de l'Ukraine. C'est pas étonnant, colonel Goya, de l'entendre. Dès lors qu'il y a un grand sommet, G7, Évian, Ankara dernièrement, ou maintenant la coalition des volontaires réunie par le président Macron à Paris, on l'entend, il sort du bois ou alors il frappe très fort. C'est du classique et là il nous dit « je vais intensifier ma frappe, je ne vais pas aller négocier ». Oui, bien sûr, c'est... comment dire on est dans un moment ukrainien, incontestablement, un moment où les Ukrainiens ont l'initiative, dans certaines zones d'opération, pas partout, mais ils ont globalement plutôt l'initiative stratégique. Ils ont les moyens de mener 2 campagnes de frappe
Une pour employer les termes soviétiques, à portée stratégique sur la profondeur de la Russie, une autre à portée opérative sur les territoires occupés, et plus particulièrement sur la Crimée. 2 campagnes de frappe très efficaces et pour l'instant qui posent beaucoup de problèmes aux Russes. Les Russes n'ont pas pour l'instant de solution. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant ils sont bloqués. Face à ça, Vladimir Poutine, il est un peu dans le coin, dans les cordes là, et il est obligé de certaine façon de réagir. De frapper lui-même, de lancer des attaques qui sont des attaques de pure représailles. Donc il sait très bien, et ça c'est un point faible ukrainien, que les Ukrainiens manquent, on en parlait tout à l'heure, mais il manque d'intercepteurs pour les missiles balistiques en particulier, les missiles hypervéloces, et donc il en profite pour utiliser tout ce qu'il a en stock en la matière, balistique, hypervéloce, pour faire mal, parce qu'il sait que ça va passer. Il y en a au moins 1 sur 2 qui va passer, et donc il frappe directement Kiev, Odessa, et c'est uniquement pour faire mal. Mais le problème, alors, c'est un message ukrainien, donc c'est de la représaille pure, un message peut-être au monde entier pour dire qu'effectivement il est déterminé, un message peut-être aussi pour les Russes en disant voilà, je vous venge, je nous venge, mais dans le fond ça ne résout en rien son problème concret qui est comment on fait pour établir le problème de la pénurie d'essence sur le territoire russe et comment je fais pour sortir la Crimée de l'asphyxie. Ça, il n'y a pas de solution qui apparaisse. Mais ça montre au moins qu'il est dans une solution totalement... là aussi maximaliste. Il ne parle pas de négociation. Il aurait pu essayer de jouer cette carte en disant ok, via Donald Trump, en disant voilà, on reprend les négociations, on fait un cessez-le-feu, on arrête de tous les côtés de se tirer dessus, et puis on commence à négocier. Alors évidemment ce sera un leurre parce qu'il n'a pas du tout l'intention, il est obsédé par la conquête du Donbass, et tant que ses forces n'ont pas conquis le Donbass, a priori il ne lâchera rien, mais voilà, essayer de trouver une solution pour au moins essayer de résoudre ses problèmes immédiats. Bon, il ne le fait pas. Et lui aussi, d'une manière différente de Trump, mais lui aussi, de certaine façon, se trouve bloqué. J'aime bien l'expression que vous employez, c'est le moment ukrainien, mais en même temps, la faiblesse de Zelensky et de ses troupes, c'est effectivement qu'il est vulnérable aux tirs de missiles balistiques et de la Russie, et Vladimir Poutine ne se prive pas d'en tirer, mais il y a un enseignement, Claire Cambier, l'enseignement d'Ankara, si je puis dire, le sommet de l'OTAN, c'est que Trump a expliqué à Volodymyr Zelensky qu'il lui a accordé une licence de fabrication de patriotes qui sont, pour nos téléspectatrices et téléspectateurs, ces missiles intercepteurs extrêmement performants, justement de missiles balistiques. Est-ce que ça, c'est un game changer, comme le dirait Guillaume Roquette, quelque chose qui peut bouleverser la donne et renforcer finalement la posture de Zelensky? En tout cas, les Ukrainiens cherchent par tous les moyens à être indépendants en termes d'armement, et on voit qu'au fil des années, ils le deviennent vraiment. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Et c'est aussi une marque de soutien de la part des Américains, même si derrière, évidemment, ils vont en retirer de l'argent. Il faut aussi noter qu'à ce sommet de l'OTAN, plusieurs pays ont accepté de donner aussi, de vendre des missiles intercepteurs patriotes à l'Ukraine, puisqu'il y a la production, mais il y a aussi des besoins tout de suite maintenant. Là, pour le moment, on est dans une phase où on voit plutôt l'Ukraine comme gagnante. En tout cas, l'image qu'en a le président ukrainien a largement changé. Et ils poursuivent. Pour le moment, Poutine ne change pas d'un iota. Il reste campé sur ses positions. Il se serait même opposé, selon la presse d'opposition, en interne, à tous ceux qui seraient un peu plus favorables à essayer d'aller vers du compromis. L'Ukraine, continue du coup ses frappes sur les infrastructures énergétiques. Ils ont lancé l'opération Blackout en Crimée. Il y a quand même eu 105 navires de la flotte fantôme russe qui ont été visés là en une semaine, 15 cette nuit. Donc la pression ukrainienne continue pour tenter un jour de faire plier Poutine. Autre image employée, Guillaume Roquette, par le colonel Goya. Poutine, c'est le boxeur dans les cordes. Évidemment, il n'a plus d'autre choix que de frapper pour pouvoir se relever. Et en même temps, c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que la guerre est visible désormais sur son territoire, c'est-à-dire qu'il y a des files d'attente à la pompe absolument extraordinaires. Les Russes savent qu'ils sont en guerre, à défaut d'être en opération militaire spéciale, mais en plus, il n'a rien à présenter en termes de victoire à son peuple. D'où la surenchère. Oui, et malheureusement, pour le peuple ukrainien,
Poutine est très désemparé. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il frappe des cibles civiles, il frappe des habitations. On le voit sur les images qu'on est en train de voir en ce moment. Et c'est toute la différence avec les frappes de Zelensky, qui, lui, cible, avec une précision assez spectaculaire, les infrastructures pétrolières russes. Donc, quand on réfléchit à l'impact de ces frappes, l'impact humain, l'impact politique, entre guillemets, de ces frappes des deux côtés. Pour les Ukrainiens, c'est encore une souffrance, mais j'allais dire que les malheureux, ils en ont déjà subi beaucoup, et on n'imagine pas que les images qu'on voit à l'écran soient de nature à faire changer l'état d'esprit des Ukrainiens par rapport à cette guerre. Alors qu'en Russie, c'est un bouleversement complet. Il y a des files d'attente de plusieurs heures dans les stations-service. Il y a un vrai problème pour l'économie russe, parce que s'ils ne peuvent plus produire et exporter leur pétrole dans de bonnes conditions, ils ont un problème pour financer la guerre. Donc il me semble que l'efficacité, l'impact de ces frappes de part et d'autre est très asymétrique. Ce sont vraiment les Ukrainiens qui sont les plus efficaces aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire, Michel Goya, quand on est dans la tête de Vladimir Poutine ? Vous n'y êtes pas, personne n'y est, mais enfin, en tout cas, d'un point de vue militaire, on peut essayer de regarder les choses. Bon, le front est relativement figé. La péninsule de Crimée est soumise au feu ukrainien, et peu à peu, elle est presque quasiment séparée du continent. Elle a été annexée, je le rappelle, en 2014. La question, elle ressurgit là aussi, celle d'une opération terrestre ukrainienne en Crimée. Est-ce que c'est seulement envisageable ? Non, une opération terrestre ou amphibie, c'est pas pour l'instant envisageable en Crimée. Ils n'ont pas les moyens. Il faudrait soit par voie de terre, il faut pas franchir le Dniepr, il faut franchir les listes de Péricop, etc. Ils n'ont pas les moyens. Une opération amphibie de grande ampleur, partant de Myrolaïev ou d'Odessa en direction de la Crimée, ils n'ont pas les moyens non plus. Ils n'ont simplement pas les navires pour mener une opération de ce type. Et puis il suffit pas d'avoir une tête de pont, il faut après la tenir, l'élargir. Et ça, c'est très un échec ukrainien. Ils ont perdu une brigade complète au total. Il y a 2 ans, ça, me semble-t-il. Pardon ? C'était il y a 2 ans, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Oui. Donc non, ils n'ont pas les moyens. Ils peuvent assiéger la Crimée, ils peuvent asphyxier la Crimée, ils peuvent faire souffrir incontestablement la Crimée, mais ça l'emparaît pour l'instant, non. C'est pas possible. Maintenant, pour répondre à votre question du côté de la Russie, ce qui est particulier dans cette période, c'est que jusqu'à présent, les Russes avaient trouvé des solutions. Ils ont trouvé des solutions techniques, ils ont inventé des choses. Ils ont inventé les drones filaires, ils ont mis en place les bombes guidées par milliers, et ça a changé beaucoup de choses sur le front. Et puis surtout, en 2022, alors qu'ils étaient en grande difficulté, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a eu une mobilisation partielle. Oui. Et c'est 300 000 malheureux qui ont été envoyés sur le front qui ont sauvé la situation russe. Et permettez-moi de vous couper, parce que c'est justement peut-être la direction que prend Vladimir Poutine, et c'est peut-être ainsi que c'est lu par la coalition des volontaires, et Emmanuel Macron qui a parlé de défendre son allié ukrainien au prix du sang s'il le faut. On l'écoute et on réagit. Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre, toujours, et au prix du sang s'il le faut. Et on retrouve en direct de Paris, du Quai d'Orsay, Léonard Attal. Vous avez suivi cette conférence de presse du président Macron qui parle d'aider l'allié ukrainien et de combattre au prix du sang. Les mots sont forts. Au prix du sang, les mots sont forts. Oui, bien sûr, faire bloc, montrer l'unité des Européens, des alliés de l'Ukraine au cours de ces 2 jours. C'est l'objectif du défilé. Demain, démonstration de force du 14 juillet. Et aujourd'hui, de l'ensemble de cette séquence, le discours à Brienne devant les armées tout à l'heure, mais aussi la réunion de la coalition des volontaires en cours ici à l'hôtel des Invalides. 37 pays désormais qui font partie de cette coalition des volontaires, dont aujourd'hui à Paris 25 chefs d'État et de gouvernement, avec un objectif clair, réaffirmer le soutien à l'Ukraine à la fois économique, militaire, matériel, et puis aussi les sanctions contre la Russie, contre l'économie russe et aussi contre la flotte fantôme de la Russie. 2 sujets majeurs devaient être traités, discutés aujourd'hui à Paris. D'abord, l'idée d'une coalition balistique pour aider l'Ukraine dans sa défense anti-aérienne, et puis aussi avec le constat que les Européens ne peuvent plus compter uniquement sur les missiles Patriot pour se défendre des missiles balistiques à l'avenir et pour leur défense anti-aérienne. 10 pays membres de la coalition des volontaires, dont la France, l'Ukraine, le Royaume-Uni,
l'Allemagne, la Norvège, l'Espagne ont annoncé lancer une grande coalition anti-balistique. Il est aussi question aujourd'hui à Paris des exercices militaires que pourrait mener la force multinationale pour l'Ukraine, une force qui viendrait en aide à l'Ukraine pour confirmer, prendre soin de ses garanties de sécurité après d'éventuelles négociations et une paix négociée avec la Russie. Voilà pour les grands enjeux de cette coalition des volontaires aujourd'hui, qui est toujours en cours à l'Hôtel National des Invalides. Et demain, un certain nombre de ces chefs d'État et de gouvernement participeront au défilé du 14 juillet aux côtés d'Emmanuel Macron. Jeanne Badaro pour vous accompagner, Léonard Attal, merci infiniment. Vous êtes en direct du Quai d'Orsay et le président Macron prêt à soutenir jusqu'au prix du sang son allié. C'est une déclaration très forte.